Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, dans la marche des grandes nations, il y a des moments difficiles, comme ceux que nous vivons encore ces derniers temps. Ce sont des moments douloureux pour chacun d'entre nous. Le sang de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants a encore coulé à cause de leur soif légitime de liberté et de démocratie. Le sang a encore coulé par amour de notre patrie. Nos frères, nos sœurs, nos enfants voulaient simplement marcher pacifiquement pour exprimer leur refus de la violation de la Constitution, la loi suprême de notre pays. Leur faute pour le pouvoir en place est d'avoir dénoncé devant le monde entier la parodie de démocratie et le simulacre d'élection du chef de l'État en exercice pour installer une dictature en Côte d'Ivoire au profit de son clan. Nous sommes tous témoins des images insoutenables, des atrocités commises à Yopougon, à Daoukro, à Bangouanou, à Bonoua, à Mbato, à Sikanzi, à Tumodi, à Botro, à Sakassou, à Yamsokro, à Teiri, à Dabou et dans plusieurs autres villes et villages de notre pays déjà meurtris depuis plusieurs années. Le bilan est lourd. Une centaine de morts et plus de 200 blessés graves. Plusieurs dirigeants de l'opposition politique, des jeunes gens et de vaillantes femmes ont été ou continuent d'être pourchassés, violemment agressés et battus dans leur domicile avec parfois la destruction de leurs biens. D'autres parmi nous sont emprisonnés, assignés à résidence ou dans la clandestinité pour avoir dit non à la forfaiture programmée par le pouvoir. Je veux, en notre nom à tous, rendre l'hommage de la nation à tous ces jeunes, braves femmes et hommes, sauvagement abattus dans leur fleur de l'âge ou torturés par des milices armées soutenues par certains éléments des forces de l'ordre à la solde du pouvoir. Je voudrais plus particulièrement rendre hommage aux jeunes Nguessan Kofi Toussaint, décapité à Daoukro, aux jeunes Kishi Morel, tué par balle à Bonoua, à la famille Kwame, dont 4 membres ont été brûlés vifs dans leur maison à Tumodi. Pour ne citer que ceux-là, les démocrates ivoiriens n'oublient pas leurs martyrs. Ensemble, nous saurons le moment venu leur traduire la reconnaissance marquée de la patrie. J'apporte également mon soutien à tous ceux et celles
qui sont privés de leur liberté individuelle sans la moindre procédure juridique élémentaire. Je renouvelle mon engagement à continuer à interpeller le chef de l'État, les organisations nationales et internationales des droits de l'homme pour leur libération sans condition. Chers compatriotes, que n'ai-je pas dit ou pas fait pour éviter aujourd'hui que notre pays se retrouve encore dans l'impasse, au bord d'une implosion dont les graves conséquences sont préjudiciables à chacun d'entre nous ainsi qu'à nos enfants. Ma qualité d'ancien président de la République, de doyen d'âge, de père de famille, m'imposait de tout mettre en œuvre pour éviter la catastrophe à notre pays. Je peux vous assurer devant Dieu d'avoir tout essayé depuis plus de 2 ans pour interpeller le chef de l'État, l'appeler directement à plus de transparence dans la préparation des élections. Rien n'y a fait. Le chef de l'État refusait le dialogue, même par personne interposée, pour avoir fait clairement le choix de diviser le PDCI et tous les partis politiques de l'opposition pour mieux organiser son projet de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Le régime en place avait savamment préparé et programmé un plan d'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire. En témoigne une volonté manifeste de n'engager aucun processus de réconciliation vrai, malgré les importantes et pertinentes propositions de la CDVR. Les fraudes organisées ainsi que les violences perpétrées à l'issue des élections municipales et régionales de la fin de l'année 2018. Le débauchage des députés et des sénateurs de l'opposition pour bâillonner l'expression démocratique à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'arrestation et l'emprisonnement arbitraire des députés de l'opposition et des leaders d'opposition, de responsables d'associations de la société civile. Le limogeage de nombre de cadres sans motif valable. La confiscation des médias d'État. L'enlèvement de personnes par des groupes armés encagoulés et non identifiés. Nous sommes tous témoins de ces faits graves que moi-même et l'opposition n'avons cessé de dénoncer en observant la dérive, l'instauration de la peur comme mode de gouvernance et la volonté du pouvoir en place de n'écouter personne. Ivoiriens, Ivoiriennes, pourquoi faire la politique de l'autruche dans la recherche de la cause principale de la grave crise qui secoue encore notre pays aujourd'hui? Monsieur Alassane Ouattara voulait par tous les moyens et à tous les prix s'imposer au pouvoir alors que notre loi ne l'y autorise pas. La première responsabilité du président de la République dans notre pays est de respecter la loi
et de la faire appliquer à tous les citoyens sans distinction. La Constitution, votée par tous et promulguée par le président de la République, lui-même est sacrée. Le cardinal Jean-Pierre Coutois a appelé dans un message le 14 novembre dernier cette maxime latine bien connue, et je cite, « Dura lex, sed lex », ce qui veut dire « la loi est dure, mais c'est la loi ». Cette pensée, a-t-il indiqué, invite au respect de la loi, même quand elle nous contrarie et va à l'encontre de nos intérêts du moment. En violant notre loi fondamentale, l'actuel chef de l'État a fait le choix de se soumettre à une sorte de verdict populaire. Je lui ai publiquement lancé un appel à renoncer à son projet de désobéissance à la loi, à la Constitution. L'opposition tout entière l'a interpellé. Nous l'avons invité au dialogue avant de lancer le projet de la désobéissance civile auquel vous avez vaillamment répondu. Devant les attaques violentes à main armée contre des manifestants aux mains nues, nous avons appelé le pouvoir au dialogue. Devant les menaces graves que nous avions identifiées pour la stabilité de notre pays, nous avons solennellement et publiquement demandé le report des élections pour un processus électoral inclusif et transparent avec la participation consensuelle de tous les partis politiques. Et rien n'y a fait. Le chef de l'État a décidé, malgré les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, d'organiser une élection présidentielle avec une CEI au service de son parti, en excluant des acteurs politiques de référence comme le président Laurent Gbagbo, les anciens présidents de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et Mamadou Koulibaly, les ministres Albert Mabry Touakeus, Niamey Konan et bien d'autres. Que d'appels au dialogue n'ai-je pas lancé pour préserver la paix dans notre pays. Le 10 octobre 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny, devant le refus obstiné d'écoute du chef de l'État, je me suis adressé au secrétaire général de l'ONU en lui demandant son implication personnelle pour l'instauration d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Par écrit, j'ai présenté à M. Antonio Guterres les ingrédients d'une situation extrêmement grave qui imposait un dialogue urgent avec le soutien de l'ONU pour sauver notre pays du chaos. J'ai tenu le même discours à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à plusieurs organisations internationales de référence qui œuvrent pour la paix en Afrique et dans le monde. Les adresses ou messages des organisations religieuses chrétiennes ou musulmanes, ainsi que des organisations internationales
au président de la République proposant un dialogue en vue d'une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible et appelant à l'arrêt de la violence, n'ont trouvé aucun écho favorable. Rien n'y a fait. Le 31 octobre 2020, dans des conditions calamiteuses et avec la complicité d'un système électoral à sa solde, le chef de l'État en exercice s'est soumis contre vents et marées à la décision du peuple quant à son choix de briguer un troisième mandat illégal par un soi-disant devoir, mais en réalité au service d'un clan. Après que moins de 20% d'électeurs seulement aient retiré leur carte d'électeur, le taux réel de participation à ces élections s'est trouvé être inférieur à 10%. Ce niveau de participation extrêmement faible est confirmé par les observateurs et organisations internationales crédibles, signifie que le vainqueur arithmétique proclamé de cette soi-disant élection n'a aucune légitimité. 90% des Ivoiriens ayant boudé cette élection. Le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué M. Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du non à son projet de troisième mandat anticonstitutionnel. Il doit donc en tirer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, indéniablement, nous sortons de cette épreuve avec les valeurs fondamentales de notre nation que sont l'unité et la fraternité sérieusement fragilisées. La plupart de nos compatriotes ont perdu tous leurs repères et sont inquiets. Les amis de la Côte d'Ivoire sont inquiets. Les organisations des droits de l'homme sont inquiètes et ne cessent d'appeler à la retenue pour protéger les vies humaines. Elles nous appellent tous au sens de la responsabilité devant l'histoire. Que devons-nous donc faire face à cette nouvelle situation critique pour l'avenir de notre nation? Faire comme certains de nos compatriotes et de leur soutien bien embarrassé. Justifier l'injustifiable en engageant la Côte d'Ivoire dans la voie d'un coup de force par la violation flagrante de la Constitution sous prétexte d'un cas de force majeure non prévu par la loi fondamentale. Ou bien enfermer notre pays dans la voie de la propension à la violence, à la confiscation des libertés ou de la répression permanente pour le replonger davantage dans un état plus grave que celui de la fin des élections présidentielles de 2010.
ou plutôt prendre individuellement, collectivement, la décision de renoncer à la fatalité, de reprendre le chemin d'un État de droit. La première voie nous conduit inexorablement vers un renoncement définitif au projet fondateur de notre nation, c'est-à-dire le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité. Pour ma part, et comme la majorité d'entre nous, je crois en une Côte d'Ivoire fraternelle et solidaire. Je crois dans la Côte d'Ivoire de l'unité dans la diversité. Je crois qu'elle est la seule voie du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Je crois pour la rebâtir en notre capacité collective à réactiver ensemble nos valeurs d'union et de paix par le dialogue. C'est la raison principale qui m'a conduit à accepter en votre nom à tous la rencontre du 11 novembre dernier avec le chef de l'État pour briser le mur de la méfiance et amorcer les prémices d'un dialogue franc et sincère dans le seul intérêt de la paix pour notre pays. À mon âge, avec mon expérience de la vie et avec l'amour profond que j'ai pour mon pays, comme vous tous, mon vœu le plus cher est d'apporter en ce temps difficile ma contribution positive pour poser ensemble les fondements d'une nation réconciliée et unie afin de léguer à nos enfants un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays. Dans ce sens, je saisis encore l'occasion d'exprimer ma gratitude à Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies, pour son ferme engagement dans la situation actuelle de notre pays. J'insiste auprès d'elle et lui renouvelle ma confiance pour la libération immédiate de toutes les personnes injustement incarcérées en résidence surveillée ou forcées à l'exil. D'autre part, je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Ce nouveau cadre de dialogue, qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles, spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous. Ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Je m'impliquerai avec force et amour et avec tous dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays. Les questions clés à aborder ensemble porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle qui garantira une stabilité démocratique
avec des institutions fortes. La mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. L'indemnisation conséquente des victimes de leurs familles respectives. La réforme de la commission électorale indépendante. La réorganisation des élections, notamment présidentielles. Élections présidentielles transparentes, crédibles, inclusives, dans un climat apaisé. Et également le report des élections législatives. Le rétablissement de la confiance entre les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire en assurant la bonne gouvernance économique, politique et administrative. Le retour de l'état de droit dans le respect des libertés fondamentales de tous les citoyens et de la loi en assurant le maintien de l'ordre sans bavure. Avec vous tous, j'ai la conviction profonde que nous pouvons y arriver. Oui, nous pouvons transformer notre pays pour en refaire demain une nation fraternelle, démocratique et prospère qui rayonne en Afrique et dans le monde. Je vous demande de me faire confiance. En conséquence, avec cette main tendue pour la paix et afin de donner toutes les chances à la réalisation de notre rêve commun, la lutte privilégiera désormais les marches et toutes les autres formes démocratiques de la résistance et de la contestation propre à une opposition responsable et constructive. Dans le même esprit, j'appelle à la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes, jeunes, femmes, cadres, de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérés, ainsi qu'à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. Sans ces mesures, il n'y aura pas de dialogue sincère et inclusif. Ivoiriens et Ivoiriennes, les grandes nations se relèvent toujours des grandes douleurs. Et nous sommes une grande nation. Pour conclure, j'invite chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans chaque ville, chaque village, à une grande marche pour le dialogue et la paix dont la date sera fixée dans les jours prochains. Notre participation à cette grande marche dans l'ordre et dans la discipline traduira également l'engagement de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne pour le respect de la mémoire de notre illustre président, Feu Félix Houphouët-Boigny, ainsi que de tous nos frères et sœurs qui ont tragiquement perdu la vie au cours de cette difficile période qui a duré presque 20 ans depuis 1999. À cet effet, j'appelle les forces républicaines à encadrer pacifiquement cette grande marche. Je compte sur la foi de tous en Côte d'Ivoire pour trouver sincèrement et ensemble
cette page douloureuse de notre histoire grâce au dialogue national. J'invite le chef de l'État à se rallier à ces propositions faites dans l'intérêt suprême de la nation, faites pour la paix, pour la réconciliation, pour l'état de droit et pour la démocratie vraie. Restons tous mobilisés et solidaires. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. La Côte d'Ivoire seule vaincra par la non-violence et l'amour de la patrie. Demain, nos renoncements aux intérêts particuliers et ceux de nos partisans, ainsi que nos sacrifices, alimenteront des jours de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Les jeunes, les femmes et les hommes d'aujourd'hui, dans toutes les contrées de notre beau pays, les générations futures, nous en serons reconnaissants. Vive la paix pour tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire unie et fraternelle.